Montevideo, mars 1965. La police locale entre dans un appartement vide et trouve une boîte tachée de sang. À l'intérieur se trouve le cadavre d'un homme de 65 ans avec plusieurs coups de feu, et à ses côtés une note signée par un groupe inconnu qui énumère un par un ses crimes durant l'Holocauste. Le nom du mort était Herbert Kukurs, un ancien collaborateur des SS, accusé d'avoir dirigé des exécutions massives dans le ghetto de Riga, et d'avoir participé personnellement à des massacres où des milliers de personnes furent assassinées. Il a passé près de 20 ans au Brésil sans se cacher, protégé par sa nouvelle nationalité et par l'indifférence globale. Mais quelqu'un avait pris note. Et quand le contexte politique le permit, un petit groupe agit en dehors de tout protocole, sans laisser de marge d'erreur. Comment fut exécuté le plan qui mit fin à sa vie? Dans la ville côtière de Liepāja, située à l'ouest de la Lettonie, Herbert Kukurs est né le 17 mai 1900. Dès son enfance, il a montré un enthousiasme particulier pour les avions, ce qui l'a conduit à devenir l'une des premières références de l'aviation dans son pays. Tout au long des années 20 et 30, il a réussi à se distinguer en tant que pilote et constructeur d'avions, au point de gagner une reconnaissance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Lettonie. Il a parcouru de longues distances, construit ses propres modèles, participé à des expositions internationales et a été célébré comme un héros national, en particulier pour sa traversée entre la Lettonie et le Japon. Son visage est apparu dans les journaux, il a reçu des décorations d'État et a fondé son propre aéroclub. Pour de nombreux Lettons de cette époque, Kukurs représentait la fierté technique et moderne d'une nation petite mais ambitieuse. Ce prestige social et professionnel, cependant, ne l'a pas empêché de prendre un chemin complètement différent pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec l'invasion allemande de l'Union soviétique et l'occupation ultérieure des territoires baltes, Kukurs a rejoint le tristement célèbre commando Haraj, une unité paramilitaire dirigée par Viktors Haraj, qui collaborait avec les SS allemandes dans la répression des Juifs, des communistes et d'autres secteurs considérés comme ennemis du régime nazi. Loin de se cantonner à un rôle administratif ou de soutien logistique, Kukurs a participé activement à des actes de violence de masse. De nombreux témoins, survivants et documents judiciaires l'ont directement lié au massacre commis dans le ghetto de Riga, où des milliers de Juifs ont été assassinés dans des conditions brutales. À mesure que le régime nazi consolidait son contrôle sur la Lettonie, les exécutions sommaires, les rafles de masse et les déportations dans la forêt de Rumbula sont devenus des pratiques systématiques. Dans ce contexte, les témoignages recueillis après la guerre, tant lors des procès de Nuremberg que dans des enquêtes menées par des survivants, ont placé Kukurs au centre de ces opérations. Sa figure a été particulièrement rappelée pour l'usage de la violence extrême contre les femmes et les enfants, pour sa présence constante dans les actions les plus cruelles, et pour le fait qu'il opérait en toute liberté, sans supervision ni intention de se cacher. Contrairement à d'autres collaborateurs qui agissaient sous pression ou par peur, Kukurs semblait exercer son rôle avec conviction. Le ghetto de Riga, établi en 1941, est rapidement devenu un centre d'enfermement, de faim et d'extermination. Les conditions sanitaires étaient déplorables, l'alimentation insuffisante et la surveillance mortelle. Là, la présence de Kukurs est devenue quotidienne pour ceux qui en ont souffert. Entrées violentes dans les maisons, passage à tabac public, tirs à sang-froid et transferts forcés vers des camions qui se dirigeaient vers des forêts ou attendaient des fosses communes. Les survivants ont identifié Kukurs à de multiples reprises comme l'homme en uniforme qui, sans ciller, décidait qui vivait ou mourait. Plusieurs documents signalent qu'il n'agissait pas en solitaire, mais comme partie d'un engrenage bien structuré. Cependant, sa figure s'est distinguée par son rôle de premier plan. Tandis qu'Haraj dirigeait le groupe depuis des bureaux et des contacts politiques, Kukurs était vu dans la rue, en contact direct avec les victimes, conduisant des véhicules de transport et portant des armes longues. Cette implication directe fut ce qui, avec le temps, a rendu son nom plus connu que celui des autres membres du commando. Quand l'avancée soviétique a mis l'armée allemande en retraite et que la réoccupation des pays baltes a commencé, Kukurs a décidé de fuir. Il savait que son implication dans les crimes le plaçait sur une liste de personnes recherchées prioritaires. Contrairement à de nombreux nazis qui ont utilisé des routes clandestines organisées par des réseaux comme Odessa, il a pris un chemin plus ouvert. Il a quitté la Lettonie avec sa famille et, après un bref passage en France, s'est installé au Brésil en 1946.
Au Brésil, une nouvelle étape de sa vie a commencé. Il s'est installé dans la ville de Sao Paulo, puis à Rio de Janeiro, où il a ouvert un petit commerce de location d'hydropèdes sur la lagune Rodrigo de Freitas. Là, il était simplement connu comme l'Européen qui s'y connaissait en avion. Et pendant des années, il a vécu sans grand tracas. Ses voisins le considéraient comme aimable, travailleur et réservé. Il a même été consulté comme expert en questions aéronautiques. Personne, à part quelques journalistes européens et diplomates israéliens, ne soupçonnait que cet homme au contact éduqué était le même qui avait été désigné comme l'un des bourreaux les plus cruels du ghetto de Riga. Les premières alertes sur sa présence au Brésil ont commencé à circuler au milieu de la décennie des 50. Des publications en Europe signalaient que Kukür vivait librement en Amérique du Sud et que les autorités locales ne faisaient rien pour l'enquêter. Des organisations juives ont commencé à faire pression, mais l'affaire n'a pas généré de réactions immédiates. Une partie de la raison était que le Brésil ne disposait pas de mécanismes légaux clairs pour extrader des criminels de guerre qui n'étaient pas des citoyens brésiliens, et en plus, en pleine guerre froide, les priorités diplomatiques étaient axées sur d'autres fronts. Malgré les rapports croissants, le Mossad n'a pas agi pendant des années. En partie parce que ses ressources étaient concentrées sur d'autres cas, comme la recherche d'Adolf Eichmann en Argentine. De plus, le manque de preuves concrètes et la visibilité publique de Kukurs compliquaient une opération secrète. Il n'était pas un fugitif caché dans l'ombre, mais un homme qui donnait des interviews occasionnelles et utilisait son nom réel dans des documents officiels. Ce paradoxe a généré de la confusion. Comment quelqu'un d'aussi exposé pouvait-il être coupable de crimes aussi atroces? Ce n'est qu'à la fin de la décennie des 50 que l'affaire a repris de la vigueur. De nouveaux témoignages sont parvenus au Mossad, parmi lesquels des récits de survivants qui avaient vécu dans le ghetto de Riga et qui identifièrent Kukurs sans aucun doute. Parallèlement, certains agents israéliens ont commencé à enquêter de plus près sur son entourage au Brésil. Bien que les autorités locales ne montrent pas d'intérêt, les informations recueillies ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien du même homme. Il n'y avait aucun doute sur son identité ni sur son passé. À partir de ce moment, des formes possibles d'intervention ont commencé à être discutées. Le contexte politique de l'époque a également influencé. La capture d'Eichmann en 1960 a marqué un tournant dans la stratégie israélienne face aux criminels de guerre. Bien que cette affaire ait été résolue par un enlèvement et un procès public, elle a également montré clairement qu'Israël était prêt à agir à l'étranger, quand il le jugerait nécessaire. Dans ce nouveau scénario, des figures comme Kukür ont commencé à être perçues comme des menaces symboliques qui devaient être neutralisées, même si elles ne représentaient plus un danger actif. Les débats internes sur ce qu'il fallait faire de lui ont divisé les opinions. Certains défendaient une nouvelle opération de capture et de transfert à Jérusalem pour être jugé, comme cela s'était produit avec Eichmann. D'autres soutenaient que son profil médiatique et le contexte sud-américain rendaient ce modèle irréalisable. L'option d'une exécution directe, sans processus légal, a commencé à gagner du terrain. Il ne s'agissait pas seulement de justice, mais d'envoyer un message. Personne qui avait participé à l'extermination de Juifs ne devait se sentir en sécurité, même si des décennies s'étaient écoulées. La figure d'Herbert Kukurs, qui dans sa jeunesse fut célébré pour ses exploits aériens, s'était transformée en un symbole de la collaboration active et brutale. Son histoire représentait la contradiction la plus extrême. L'homme qui avait traversé le monde en volant par fierté nationale est devenu le même qui a parcouru les rues de Riga pour exécuter des civils désarmés. Cette contradiction fut celle qui, des années plus tard, justifierait son élimination sans procès. Pendant ce temps, dans sa vie quotidienne au Brésil, Kukurs maintenait une routine simple. Il se promenait au bord de la lagune, discutait avec les clients, s'occupait de son commerce et continuait d'affirmer que tout ce qui était dit sur lui était des calomnies communistes. Il n'a jamais montré de remords ni reconnu la moindre responsabilité. Selon des registres obtenus par les services de renseignement, sa famille maintenait également un discours négationniste. Cette attitude, combinée aux témoignages de ses victimes, a fermé toute porte à une solution judiciaire. Il ne restait qu'une seule voie. À la fin de 1964, le Mossad a mis en place un plan détaillé pour attirer Kukurs en Uruguay, avec la promesse d'une affaire lucrative liée à l'aviation. Ce qui viendrait après, cependant, ne faisait partie d'aucun accord commercial, mais d'un règlement de compte qui attendait depuis des années.
Après son débarquement au Brésil, l'homme qui avait laissé une traînée de morts dans les pays baltes commença à construire une routine qui, à première vue, n'avait rien de suspect. Il s'installa dans une ville populeuse et ouverte, où le flux constant de migrants faisait qu'un nouveau visage attirait à peine l'attention. Il choisit Sao Paulo comme base, une métropole qui, à l'époque, abritait déjà des communautés européennes bien établies, et où l'anonymat pouvait être maintenu sans grand effort si l'on savait comment s'y déplacer. Là, il profita de sa formation en mécanique et en aviation pour lancer plusieurs entreprises modestes. L'une d'elles était un petit atelier de réparation de moteurs dans une zone commerciale. Plus tard, il se diversifia et commença à offrir des services de location de pédalos sur une lagune visitée par des touristes locaux. L'affaire, bien que limitée, lui permit de subsister sans problème et surtout lui donna l'apparence d'un homme dévoué au travail et éloigné de toute controverse. Ses voisins, habitués à la présence d'immigrants d'Europe centrale, n'associèrent jamais son nom aux crimes du passé. Et Kukur lui-même évitait toute mention de la Lettonie ou des années de guerre. Le Brésil, de son côté, était un pays où les autorités ne coopéraient pas toujours activement avec les enquêtes internationales sur les criminels de guerre. Bien qu'il fît partie des Nations Unies et eût condamné le nazisme dans les forums diplomatiques, en pratique, son appareil de sécurité ne montrait pas grand intérêt à traquer les nouveaux venus, à moins qu'il n'y ait une pression directe ou une demande formelle très précise. Dans ce contexte, Kukurs trouva le terrain idéal pour reconstruire sa vie avec discrétion, sachant que toute menace réelle restait de l'autre côté de l'océan. À la même époque, d'autres membres de l'appareil nazi commencèrent également à s'établir en Amérique latine. Certains arrivèrent par des routes organisées par des réseaux de sympathisants, souvent avec la collaboration de membres du clergé ou de fonctionnaires corrompus dans les ports européens. L'Argentine et le Chili devinrent des destinations fréquentes, et le Brésil, bien que quelque peu moins exposé, accueillit également un nombre considérable d'anciens militaires, de scientifiques et de bureaucrates liés au régime d'Hitler. Certains se réfugièrent dans de petites villes, tandis que d'autres vécurent ouvertement dans des capitales où leurs accents passaient inaperçus parmi la foule. La particularité du cas Kukur était que son intégration ne dépendait pas de complicités étatiques, ni d'un réseau clandestin. Il suffisait de se tenir à l'écart des projecteurs médiatiques et de développer une routine crédible. Il se comportait comme n'importe quel petit entrepreneur local, allait aux foires, gérait les permis municipaux et menait une vie de famille avec son épouse et ses enfants. Dans les registres officiels, son nom n'éveillait aucune alerte et sa conduite ne générait pas non plus de soupçons parmi les autorités locales. Il n'existait pas de mandat d'arrêt international avec suffisamment de détails pour activer une poursuite sérieuse, et ses anciens crimes, bien que connus par des cercles spécifiques d'historiens et d'activistes, n'étaient pas présents dans les médias brésiliens. Pendant plus d'une décennie, sa situation ne changea pas. La communauté juive en Amérique latine, qui dans des pays comme l'Argentine ou l'Uruguay avait une présence notable, n'était pas au courant de sa localisation. Au Brésil, la dispersion géographique et le manque d'accès à des informations précises rendaient difficile toute initiative de dénonciation. À cela s'ajoutait le fait que les priorités internationales dans les années suivant la guerre avaient changé. La guerre froide, le conflit en Corée et les tensions au Moyen-Orient occupèrent le centre de l'attention diplomatique, reléguant au second plan la chasse aux criminels nazis qui n'apparaissaient pas sur les listes les plus urgentes. Au niveau international, certaines organisations de droits de l'homme commencèrent à mettre à jour leurs dossiers de criminels en fuite et le nom de Herbert Kukurs figura à nouveau dans quelques rapports marginaux. Mais pendant longtemps, ni les services de renseignement ni les tribunaux internationaux ne donnèrent la priorité à son cas. Une partie de cette inaction était due au manque de preuves directes, car de nombreux témoins étaient morts ou ne pouvaient être localisés. De plus, son rôle dans les massacres du ghetto de Riga, bien que documenté par des survivants, n'avait pas la visibilité de figures comme Adolf Eichmann ou Joseph Mengele. Le Mossad, durant ces années, priorisait d'autres opérations. Il était davantage concentré sur l'infiltration dans les pays hostiles, l'obtention d'informations sur les programmes d'armement ou la protection des communautés juives vulnérables dans les zones de conflit. La traque des criminels nazis n'occupait qu'une part marginale de ses activités, et seuls les cas les plus emblématiques étaient considérés comme viables pour une opération extérieure. Kukurs ne remplissait pas ces exigences. Son profil ne justifiait pas, à ce moment-là, le déploiement des ressources qu'impliquait une opération de localisation et de neutralisation.
Cependant, cette situation commença à changer au milieu des années 50. Quelques articles dans la presse européenne mentionnèrent que le bourreau de Riga vivait sous son vrai nom au Brésil. Ces publications, bien que d'une portée limitée, commencèrent à circuler parmi les diplomates, les activistes et les membres de la diaspora juive. L'un de ces textes parvint aux mains de membres du Mossad qui, en principe, archivèrent l'information sans lui accorder trop d'importance. Ce fut seulement plus tard, lorsque les tensions géopolitiques s'apaisèrent un peu et que certaines discussions internes sur la justice historique furent rouvertes, que le nom de Koukours revint sur le radar opérationnel. Le déclencheur final fut une combinaison de facteurs. D'une part, la croissance de l'appareil de renseignement israélien permit de développer des unités spécifiques dédiées à la traque des anciens cas sans détourner de ressources des missions prioritaires. D'autre part, la pression des survivants et de leurs descendants commença à prendre une forme institutionnelle, exigeant que l'on fasse plus que d'archiver des dossiers. Et finalement, il existait une composante symbolique, démontrer qu'Israël n'avait ni oublié ni pardonné, et que même ceux qui s'étaient cachés pendant des décennies pouvaient être atteints par l'action silencieuse de ceux qui savaient attendre. Dans ce nouveau contexte, Koukours cessa d'être un nom oublié et devint une cible au potentiel opérationnel. Le fait qu'il vive sous sa véritable identité facilitait la logistique. Il n'était pas nécessaire de découvrir qui il était, ni où il se cachait, mais simplement de décider comment et quand intervenir. Cette transition, du nombre insignifiant à une cible légitime, marqua le début d'une étape qui allait transformer l'histoire du Mossad et lancer l'une de ses opérations les plus risquées hors du Moyen-Orient. Le destin de cet immigrant letton qui vendait des pédalos au bord d'une lagune brésilienne commençait à prendre un nouveau cours, bien qu'il ne le sût pas encore. La décision d'agir ne fut ni immédiate ni unanime. Malgré les rapports reçus, les preuves de son passé d'assassin du ghetto de Riga et les témoignages recueillis après la guerre, l'agence israélienne a donné la priorité à d'autres objectifs, comme les scientifiques nazis travaillant pour l'Égypte ou les membres de haut profil du Troisième Reich encore actifs en Europe. Mais avec le temps, et à mesure que les crimes de l'Holocauste devenaient plus visibles dans la mémoire internationale, la figure de Koukours est revenue sur le devant de la scène. C'est alors que la décision définitive fut prise. Le dossier fut réactivé et transféré sur le bureau de l'un des responsables des opérations secrètes. Ce qui le rendit différent cette fois fut l'approche consistant à éliminer Koukours en tant que symbole, au-delà de la punition individuelle. L'opération ne devait pas seulement l'exécuter, mais aussi laisser un message clair à ceux qui croyaient pouvoir vivre impunément. La première étape fut de concevoir un plan crédible, permettant de s'approcher de la cible sans éveiller les soupçons. Il ne pouvait pas simplement arriver à Sao Paulo et l'assassiner. Tout mouvement imprudent mettrait en danger les agents, mais aussi le reste de la communauté juive au Brésil. C'est pourquoi le piège fut élaboré avec patience. Une fausse identité fut construite avec des documents parfaitement élaborés. L'agent qui dirigerait le plan adopta le nom d'Anton Kunzel, un prétendu homme d'affaires suisse intéressé par le développement d'une entreprise d'aviation en Amérique du Sud. Le profil était idéal pour approcher Koukours, qui maintenait encore son atelier d'aéroplane et proposait des promenades touristiques. Ce profil le rendait sensible à toute offre impliquant reconnaissance et argent. L'agent réussit une première rencontre informelle. Feignant l'admiration pour son passé d'aviateur, il commença à construire une relation basée sur le respect professionnel. Au fil des semaines, la confiance augmenta. Koukours, qui ne se doutait de rien, partageait des anecdotes, parlait de sa vision de l'aviation et ne cachait pas son désir d'étendre son entreprise à de nouveaux marchés. L'idée d'ouvrir une succursale en Uruguay fut suggérée naturellement, comme une possibilité à explorer. Le prétendu homme d'affaires suisse lui proposa de visiter Montevideo et d'y finaliser les détails de l'accord. Le convaincre ne fut pas difficile. Koukours accepta de voyager, convaincu qu'il était sur le point de signer un accord qui raviverait son ancienne gloire. Pour éviter les soupçons, il n'emporta qu'une petite valise et informa son entourage qu'il serait absent quelques jours pour des raisons professionnelles. Il atterrit en Uruguay avec la même confiance qu'il avait autrefois en sillonnant le ciel de Lettonie. À Montevideo, tout était préparé. Le Mossad avait loué une petite habitation en périphérie de la ville, dans une zone discrète et sans circulation. La façade était celle d'une maison quelconque, mais à l'intérieur, toutes les précautions avaient été prises. Double serrure, espace insonorisé et route d'évacuation en cas d'urgence. Plusieurs agents étaient déjà positionnés dans la zone.
Quand Kukure arriva, ils le reçurent avec amabilité. On lui offrit le logement, la nourriture, et on lui expliqua que le lendemain, il rencontrerait d'autres investisseurs intéressés par le projet. Il passa la nuit sans désagrément, se fiant pleinement à l'histoire qu'on lui avait racontée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce serait son dernier jour de vie. À l'aube, ils l'invitèrent à accompagner Kunzel au prétendu bureau où il signerait le contrat. Le trajet fut bref. Une fois à l'intérieur du lieu, les agents le guidèrent vers une pièce préparée pour l'exécution. Là, ils le confrontèrent à son passé. Il n'y eut ni jugement ni interrogatoire. Ce qui suivit fut une séquence froide et calculée. Le premier coup fut direct, cherchant à l'incapaciter. Ensuite, ils l'immobilisèrent et procédèrent à une série d'impacts létaux qui ne laissèrent aucune place au doute. Le corps fut enveloppé et laissé à l'intérieur de l'immeuble. Il n'y avait aucune intention de cacher le crime. Au contraire, l'objectif était que sa mort soit connue et que le message soit compris. Sur son cadavre, ils laissèrent une note simple, écrite en majuscules, « Ceux qui n'oublient pas ». Il n'en fallait pas plus. Quelques heures plus tard, lorsque la police uruguayenne fut alertée et arriva sur les lieux, elle trouva la scène intacte. La presse locale relata la nouvelle avec surprise. Un étranger assassiné dans des circonstances mystérieuses, avec une lettre sans signature, dans un pays qui figurait rarement à l'ordre du jour de l'espionnage international. L'identité de Kukure fut confirmée peu après, et son passé de collaborateur nazi commença à apparaître dans les gros titres. Le gouvernement uruguayen évita de se prononcer avec fermeté. Il n'y eut ni enquête exhaustive ni poursuite de quiconque. Il était évident que derrière l'opération se cachait une structure qui dépassait n'importe quel groupe ordinaire. En Israël, en revanche, le silence fut encore plus retentissant. Aucun porte-parole du Mossad ne confirma ni ne nia la paternité, et l'affaire disparut rapidement de l'attention publique. Cependant, dans les couloirs internes de l'agence, l'opération fut considérée comme un succès, non seulement pour l'exécution sans erreur, mais aussi pour la manière dont une affaire en suspens fut réglée sans compromettre directement l'État. L'affaire Kukure permit d'affiner des tactiques qui seraient ensuite appliquées à d'autres missions, comme celle d'Adolf Eichmann. Bien que les procédures fussent différentes, le principe était le même, identifier, infiltrer, approcher et agir sans laisser de traces directes. Le caractère symbolique du message final est resté comme un sceau interne du Mossad. La mort de Kukure ne fut pas seulement la clôture d'une biographie entachée, mais aussi le point de départ d'une nouvelle phase de l'histoire de l'espionnage israélien. À partir de ce moment, les opérations cessèrent d'être uniquement réactives et firent partie d'une doctrine. Là où la justice n'arriverait pas, agiraient ceux qui n'oublient pas. Dans les jours qui ont suivi la découverte du cadavre de Herberts Kukure à Montevideo, les autorités uruguayennes ont évité d'offrir des versions officielles concluantes. Le corps avait été trouvé à l'intérieur d'un entrepôt abandonné, ligoté, avec des coups de feu, des signes de torture, et une note qui ne laissait aucun doute sur la motivation. Il n'y avait ni document, ni empreinte. Personne n'avait rien vu. La presse locale a spéculé sur des règlements de compte, des vengeances privées, mais le message manuscrit accompagnant le cadavre, signé par un groupe qui n'existait pas officiellement, pointait vers une opération soigneusement orchestrée depuis l'étranger. Malgré l'hermétisme, les services de renseignement de plusieurs pays ont compris qu'il s'agissait d'une exécution professionnelle, planifiée et menée par une organisation expérimentée dans les opérations clandestines. Au sein du Mossad, l'assassinat de Kukure n'a pas été présenté comme un succès immédiat ni célébré publiquement. Il a été intégré comme un cas d'étude confidentielle, analysé lors de réunions restreintes, utilisé pour former les nouveaux agents aux techniques d'approche, de manipulation, d'extraction et d'exécution. Les décisions prises pendant l'opération ont été détaillées étape par étape. De la manière dont l'identité fausse de l'homme d'affaires suisse a été conçue, jusqu'aux protocoles utilisés pour ne laisser aucune trace sur la scène, chaque élément est devenu un matériel de référence interne. Contrairement à d'autres objectifs qui seraient poursuivis plus tard, comme Adolf Eichmann, dont l'enlèvement à Buenos Aires a eu un impact médiatique international, le cas Kukure a été délibérément maintenu au second plan. Il n'y a eu ni confirmation ni démenti de la part d'Israël. La paternité n'a pas été officiellement assumée. En interne, cette stratégie a été justifiée comme un moyen d'éviter les conflits diplomatiques, mais aussi comme une opportunité d'expérimenter un modèle d'exécution sélective qui ne nécessiterait ni procédure judiciaire ni répercussions ouvertes.
Lors des entraînements du Mossad, l'opération a commencé à être connue comme un exemple de manuel. Non seulement pour la précision avec laquelle chaque phase a été exécutée, mais aussi parce qu'elle a permis de tester les limites de la clandestinité opérationnelle. Les implications éthiques ont été discutées, mais aussi les techniques. Comment gagner la confiance d'un fugitif, comment le convaincre de voyager, comment le conduire à un lieu contrôlé, comment le neutraliser sans éveiller les soupçons. L'élimination de Kukurs est ainsi devenue le premier essai formel de ce qui serait plus tard appelé la doctrine de l'assassinat sélectif. Au fil des ans, cette doctrine s'est formalisée. Non pas comme une politique déclarée, mais comme une pratique soutenue par la logique selon laquelle certains ennemis d'Israël devaient être éliminés sans procès, sans interrogatoire, sans tribunal. Kukur a été le précédent direct, bien qu'informel, d'autres opérations beaucoup plus connues, comme l'extermination des responsables de l'attentat de Munich 72. La différence résidait dans le contexte. En 1965, le récit de l'Holocauste n'avait pas encore le poids politique international qu'il allait acquérir plus tard. L'élimination d'un collaborateur letton n'intéressait pas le monde, mais au sein du Mossad, elle a marqué un avant et un après. L'un des débats les plus prolongés au sein de l'appareil de renseignement fut de savoir si la mort de Kukur devait être utilisée pour envoyer un message public. Certains directeurs défendaient l'idée de publier la paternité comme une forme d'avertissement aux autres fugitifs nazis encore vivants. D'autres soutenaient que le silence renforçait la peur. Si personne ne savait qui était derrière, n'importe quel fugitif pouvait imaginer être le prochain. Finalement, la politique de l'anonymat opérationnel s'est imposée. Kukur a été exécuté sans signature officielle et son cas a été enregistré dans les archives secrètes comme une mission accomplie, sans trace. L'impact en Amérique latine a été limité. En Uruguay, l'affaire a disparu des premières pages au bout de quelques jours. Au Brésil, où Kukur avait vécu pendant des années en toute liberté, les autorités ont évité de mentionner son passé. La communauté juive internationale a réagi avec prudence. Certains survivants du ghetto de Riga ont reconnu le nom et l'histoire, mais il n'y a eu ni hommage ni déclarations officielles. Aux yeux du monde, Kukurs n'était qu'un autre étranger assassiné dans un incident non résolu. Cependant, au sein de l'État israélien, l'opération a généré un processus de réflexion stratégique. Dans les mois suivants, de nouveaux critères ont été élaborés pour sélectionner les cibles. Des procédures ont été définies pour vérifier les identités, concevoir des profils psychologiques et exécuter des missions sans compromettre les ambassades ni les structures diplomatiques. Le cas de Montevideo a servi à détecter des erreurs minimes, comme la difficulté à évacuer l'équipe après l'exécution, et à corriger les protocoles pour les futures opérations. L'expérience avec Kukurs a également influencé la manière dont le Mossad a construit ses réseaux en Amérique du Sud. Le recrutement d'agents pouvant opérer sous des couvertures commerciales, touristiques ou diplomatiques a été priorisé. La coopération informelle avec les communautés juives locales, qui servaient de source de renseignements et de soutien logistique, a été renforcée. À partir de ce moment, tout suspect d'avoir participé à l'extermination nazie pouvait être considéré comme une cible, même s'il n'existait pas de mandat judiciaire international à son encontre. En parallèle, une narration interne s'est consolidée, présentant les agents comme des exécuteurs de justice historique. L'idée que le monde avait failli en ne punissant pas tous les responsables de l'Holocauste a servi de base morale pour justifier les actions du Mossad. Kukurs était le symbole de ce vide. Un criminel connu, avec des témoignages à son encontre, vivant librement sous son vrai nom. Sa mort n'était pas seulement une punition, c'était une réparation symbolique face à un système qui n'avait pas répondu. Les dirigeants du Mossad, en passant en revue les détails de l'opération, soulignaient l'importance du silence ultérieur. Non seulement parce qu'il garantissait la sécurité de l'équipe, mais aussi parce qu'il maintenait l'ambiguïté. En ne s'attribuant pas le crime, Israël n'avait pas à le justifier devant les organismes internationaux ni à répondre aux protestations diplomatiques. L'absence de signature transformait l'opération en une menace générique. N'importe qui pouvait être le prochain, n'importe où dans le monde, sans préavis. Des décennies plus tard, le cas de Kukur continuait d'être mentionné lors des sessions de formation. Les noms des agents impliqués ont été tenus hors du registre public. Les documents internes ont été classés sous des niveaux de sécurité élevés. Aucune décoration n'a été remise et aucun rapport n'a été publié. Le modèle utilisé à Montevideo a été reproduit avec des variantes dans d'autres scénarios. En Europe, au Moyen-Orient,
En Afrique et en Amérique latine, des techniques similaires ont été appliquées pour localiser, surveiller et éliminer des ennemis sans laisser de traces. L'opération contre Kukure avait démontré qu'il n'était pas nécessaire de capturer, d'interroger, ni d'extrader. Il suffisait de planifier, d'approcher, d'exécuter et de disparaître. Telle fut la leçon principale qui est restée gravée dans les archives de l'organisation. Avec le temps, des voix se sont élevées pour remettre en question ce type d'action. Certains ex-agents, à la retraite, réfléchissaient aux dilemmes moraux. Où s'arrêtait la justice et où commençait la vengeance? Qui décidait qui méritait de mourir? Que se passait-il si une erreur était commise? Mais ces questions trouvaient rarement leur place au sein du Mossad. La priorité était l'efficacité, non le débat éthique. Et le cas Kukurs était, en termes opérationnels, un succès incontestable. L'assassinat de Kukurs n'a eu aucune répercussion juridique. Aucun État n'a émis de protestation formelle. Aucun tribunal n'a ouvert d'enquête. L'affaire a été classée comme un crime sans coupable. Le manque de justice institutionnelle fut précisément ce qui renforça la logique du Mossad. Si les mécanismes légaux ne fonctionnaient pas, quelqu'un devait agir. Telle fut la prémisse qui justifia les futures opérations similaires, basées sur le précédent de Montevideo. Rétrospectivement, les analystes du Mossad considéraient l'affaire comme une charnière entre deux époques. Avant Kukurs, l'organisation avait concentré son travail sur l'intelligence classique, la surveillance, l'espionnage politique. Après Montevideo, elle commença à intégrer des missions létales comme partie intégrante de sa stratégie. La doctrine de l'assassinat sélectif n'est pas née d'une loi, mais d'une opération silencieuse, sans signature, dans un sous-sol uruguayen. Ce legs s'est maintenu pendant des décennies, s'adaptant à de nouveaux contextes et menaces. Avec le temps, le Mossad a développé des procédures plus sophistiquées, avec des drones, des poisons, des sabotages numériques. Mais l'essence de l'opération contre Kukurs est restée une référence, non pour sa spectacularité, mais pour sa simplicité. Identifier, isoler, exécuter. Sans discours, sans témoins, sans mémoire publique, seulement avec une note brève et le souvenir que quelque part, il y a ceux qui n'oublient pas.